le système sur lequel on travaille et qu'il faut connaître le système sur lequel on travaille pour faire des bons choix de structure de réglage, on va commencer par reparler dynamique des systèmes. Donc c'est l'objectif du chapitre 3 ici, qui est vraiment le dernier truc de rappel entre guillemets, parce que vous allez voir que vous avez déjà fait tout ça pour 90% des trucs, mais là, au moment du rappel, avant d'attaquer enfin au chapitre 4, la partie très intéressante qui sera structure de réglage. Donc pourquoi est-ce qu'on doit d'abord revenir sur la partie dynamique des systèmes pour, un, bien caractériser un système parce qu'on doit bien caractériser le système pour pouvoir le réguler. Deux, on aura besoin de certains de ces éléments dynamiques, par exemple le lead line, à l'intérieur des régulateurs. Et troisième chose, eh bien, vous avez pas mal de régulations pour lesquelles vous avez carrément des modèles du système dans le régulateur. On a déjà discuté la deuxième fois qu'on s'est vu. Dans les régulations, il y a principalement deux voies. On va choisir dans les paramètres de réglage, soit on va ne pas se baser sur un modèle, soit se baser sur un modèle. Donc quand on dit se baser sur un modèle, ça veut dire qu'il faut définir le modèle du système. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on doit vraiment bien maîtriser de ça. Donc trois raisons pour faire ça. On a besoin de connaître la dynamique du système pour le comprendre, des fois pour l'intégrer dans le régulateur, et des fois on a également besoin de ça pour comprendre les éléments dynamiques du régulateur. Typiquement, c'est le cas. Et donc la structure que vous avez ici, en fait, vous la connaissez déjà, parce que vous savez déjà que les systèmes, on peut les caractériser par une partie statique, donc vous avez le gain statique de la fonction de transfert. Vous savez que la partie dynamique la plus simple, c'est de venir y rajouter un pôle. Si je suis sur un premier ordre, vous savez que vous pouvez avoir des ordres plus élevés. Vous savez qu'on peut rajouter également des zéros. Vous savez qu'on peut également avoir des temps morts. Et vous savez que tout n'est pas limité à un premier ordre ou une série de premiers ordres, mais qu'on peut également avoir un deuxième ordre, avec par exemple cette expression aussi tout à fait générale, qui est de me tromper de sens, check, que vous connaissez. Et donc ici, vous avez finalement les principaux éléments que l'on va utiliser ici, que l'on va étudier ici. On va recommencer, vous voyez là par le gain, les systèmes du premier ordre, les diags, les temps morts, les systèmes du deuxième ordre et un petit peu nuancer là autour. Mais ça, c'est finalement le fil conducteur de tout ce qu'on va faire ici, parce que lorsqu'on est en linéaire, tous les systèmes dynamiques peuvent s'écrire comme une combinaison de ce machin-là. Vous n'avez absolument aucune autre possibilité de rajouter un élément linéaire dans un système. Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose que j'aurais pu oublier? Qui ne soit pas un gain, un pôle, un zéro, un double pôle ou un temps mort. Est-ce que vous voyez autre chose? Il n'y a absolument rien d'autre. Donc si on maîtrise ça, on maîtrise absolument tout. Et on est prêt à les assembler. Encore une fois, ça peut servir à comprendre ce qu'il y a dans mon système, mais ça peut également être des éléments du régulateur. Je l'ai dit, par exemple, vous connaissez ici un pôle, un zéro, un lead lag, mais vous savez que ça intervient très souvent dans les régulateurs, parce que en feed-forward, c'est très utile. Ça apparaît naturellement quand on fait moins la dynamique du process, moins la dynamique de perturbation divisée par celle du process. Il y a aussi une autre manière d'amener l'intérêt du lead lag quand vous avez travaillé en fréquentiel et que vous avez fait des designs fréquentiels avec M. Houchard. Il vous a montré, et on va également vite le revoir ici, que dans le domaine fréquentiel, le lead lag, comment est-ce qu'on peut exprimer son intérêt quand il est plutôt lead que lag, donc que le zéro est plus grand que le pôle. Vous avez vu que ça avait tendance à redresser la phase et donc à vous donner plus de marge de phase. Vous voyez qui c'est, M. Rouchard? Vous voyez ce que c'est une marge de phase? Magnifique, on est bien parti. Donc ça, c'est le programme de ce qu'on va faire ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir ça un petit peu, évidemment, les fonctions de transfert en S. J'ai déjà tout mis ici, il n'y a pas grand-chose à nuancer. On va le voir, évidemment, dans le domaine temporel, autrement les réponses impulsionnelles et réponses indicielles. Vous avez déjà fait tout ça. Et qu'est-ce qui manque pour être complet? J'ai parlé de diagramme de mode, le diagramme fréquentiel pour, par exemple, montrer que ce machin-ci a tendance à remonter la phase, ce qui va nous donner plus de marge de phase et tout l'intérêt que ce truc a quand il est dans une boucle fermée. Faites attention, quand je parle ici du lead lag qui est intéressant pour redresser la phase, ça veut dire que c'est intéressant dans une boucle fermée. Alors que l'autre application du lead lag dont on a déjà parlé et que j'ai rappelé juste avant, c'était quoi? Marge de phase. Non? C'est celle que je viens de dire. Quand je dis que, quand vous avez dit que le lead lag était intéressant pour remonter la phase,
si on essaie de remonter la phase, c'est pour avoir plus de marge de stabilité. Ça sous-entend qu'on est en train de parler d'une boucle fermée. D'accord? Ça veut dire que l'application lead lag dont je parle, ça veut dire que mon lead lag est dans mon régulateur, est dans ma boucle fermée. L'autre application typique qui fait apparaître un lead lag, c'est quoi? Réjection de perturbation, donc feed forward. Du coup, il apparaît ici, le lead lag, à partir de la perturbation mesurable qui revient ici. Ne me dites pas qu'il y a un intérêt ici à relever la phase. C'est la même fonction de transfert, un lead lag qui peut venir ici ou ici, mais encore une fois, elles n'apparaissent pas dans la même structure de réglage. Une fois, il peut être intéressant dans le cadre d'un feed forward, une fois dans le cadre d'un feedback. Quand on parle d'un intérêt pour relever la phase, ça n'a de sens que quand je le mets ici. Donc quand je fais allusion à ce que vous avez fait en fréquentiel, il est bien ici dedans. Quand je fais allusion au fait que le lead lag apparaît naturellement quand on fait un feed forward, il est bien ici dedans. Donc encore une fois, la même fonction de transfert à un endroit différent, dans un autre élément de structure de réglage, a évidemment une fonction tout à fait différente. Donc ça, c'est la longue introduction de ce qu'on va faire ici, plus quelques petits trucs là-dedans. Donc la première chose, après cette introduction qui est faite ici, que j'ai déjà faite, c'est de discuter du gain. Alors le gain, vous le savez, mais c'est intéressant de rappeler une fois ce que c'est, et puis parler une fois des unités. Parce que vous allez voir, enfin, vous allez voir ici, mais il faut savoir que vous avez encore certains automates qui, pour des raisons historiques, ne travaillent pas avec les gains régulateurs en unités physiques. Donc en unité physique, c'est quoi? Ça va être quoi les unités physiques du gain de régulateur? Ça dépend de l'entrée et de la sortie. Ça dépend de la sortie et de l'entrée du process, et ça va à chaque fois être l'entrée. Donc quand on va définir le gain, on va toujours devoir être très clair sur est-ce que je parle du gain du process, est-ce que je parle du gain du régulateur. Donc je vous l'avais dit la première fois qu'on s'est vu, ici quand on va parler du cas P, ça va être le gain du process, et donc quand on parlera du gain du régulateur, on va l'appeler comment ici? Cassé. Cassé. Donc faites bien attention à ça, c'est pas correct, c'est pas cette notation-là que vous allez retrouver partout. Le KP va souvent être le gain proportionnel, sous-entendu dans le régulateur évidemment, pas dans celui du process. Donc quand on parle des unités, mais vous savez bien que le gain du process, c'est la variation de sortie sur la variation d'entrée, ou la variation du PV sur la variation du MV. Autrement dit, ben, ça peut être des degrés par pourcent d'ouverture de vanne, ou des degrés par kilo par seconde, si vous êtes occupé à manipuler un débit en entrée pour influencer une température. Si vous êtes occupé à manipuler une vanne en entrée pour piloter une température. C'est pas un égalisme. C'est deux exemples de gain statique. Donc le gain statique du régulateur, lui, il aura toujours l'unité inverse, mais souvent, vous allez voir qu'il est normalisé. Donc c'est intéressant de discuter du gain normalisé du process et du gain normalisé du régulateur. Uniquement pour cette raison-là, sinon c'est un truc un peu bébête, uniquement pour cette raison-là, souvent on a encore des régulateurs pour lesquels on utilise le gain normalisé. Donc il faut bien comprendre ce que c'est pour ne pas se planter. Sinon évidemment, ça peut être la cata. Vous avez calculé un gain de 3. En simulation, vos calculs sont bons, en simulation, tout est validé, et quand vous l'implémentez dans l'automate, ben, il n'y a plus rien qui marche parce que la forme du régulateur n'est pas la forme que vous avez utilisée dans vos calculs, dans votre simulation. Donc ça, c'est quelque chose qui va toujours revenir. On a déjà parlé des différentes formes de régulateurs, est-ce qu'ils sont de série, parallèles, etc. Eh bien, la valeur des paramètres, elle est aussi très importante. Des fois, les gains sont normalisés. Les autres pièges dont on a déjà parlé, c'est que des fois, la constante de temps d'intégration, elle n'est pas donnée sous forme de constante de temps, mais sous forme de quoi? De gain de l'intégrale. C'est un truc que je vous ai déjà cité, et ça fait partie des mêmes pièges. Vous avez votre TI, qui est le paramètre que vous devez rentrer dans votre régulateur comme constante de temps d'intégration. Des fois, c'est pas un TI, mais c'est un KI. Autrement dit, c'est un gain d'intégration. Autrement dit, c'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, si vous allez calculer un TI, mais que vous ne vous rendez pas compte que dans l'automate, vous devez rentrer un KI, et donc vous oubliez de l'inverser, c'est évidemment catastrophique. Les autres pièges que j'avais déjà cités également, simplement pour un TI, ce serait quoi? Comment? Les unités de temps. Des fois, c'est en secondes, des fois, c'est en minutes, même chose. Vous avez fait tout votre calcul en pensant que c'est des secondes, vous allez un peu trop vite, vous ne regardez pas la doc de l'automate, ou vous passez à côté de l'information et il l'attend en minutes, et c'est tout à fait possible, c'est très fréquent.
ben, vous avez évidemment un facteur 60, ce qui n'est pas un détail, sur le choix d'une constante d'intégration. Donc ça fait partie de toutes ces choses à laquelle il faut faire attention, et c'est encore une fois uniquement la raison pour laquelle on va parler du gain normalisé du process et du régulateur, mais c'est à cause du fait que certains régulateurs vous demandent encore des gains normalisés. Il y a une raison historique pour ça, mais c'est pas tellement intéressant d'en parler. Donc la définition du gain ici, vous la connaissez. On vient de la remettre ici sur le tableau, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire pour ce sujet-là. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est d'introduire ce qu'on va faire plus tard, et c'est de bien revenir sur le fait qu'ici, on va toujours faire l'hypothèse qu'on travaille sur des systèmes linéaires. En réalité, on sait que ce n'est jamais le cas, et donc on va toujours travailler sur des systèmes linéarisés, en réalité. Sous-entendu, linéarisés autour d'un point de fonctionnement. Et donc, on va toujours devoir faire attention au fait que le gain statique autour d'un point de fonctionnement n'est probablement pas le même gain statique autour d'un autre point de fonctionnement. Et donc, il va falloir un petit peu voir ce qu'on doit faire pour ça. Mais en gros, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Si vous connaissez l'évolution du gain du process en fonction du point d'opération, et que vous savez par exemple que le gain du process augmente quand le débit diminue, comment est-ce que vous allez devoir corriger ça dans le régulateur? C'est pas aussi simple que ça, c'est ça la règle de base qui vous permet de tout faire après. Si vous savez que le gain, si vous savez que le gain d'Erasmus, if you know that gain, si vous savez que le gain du process augmente lorsque le débit augmente, qu'est-ce que vous allez faire naturellement pour assurer un régulateur qui assure les mêmes marges de gain, quel que soit votre point de fonctionnement? Si vous savez que le gain augmente en fonction de quelque chose, j'ai dit débit par exemple, qu'est-ce que vous allez faire typiquement? Limiter le débit. Quoi? Limiter le débit. Non, non, le débit c'est une variable haute. De manière générale, ce que vous allez faire, c'est vous arranger, oui, faire l'inverse. Il faut faire exactement l'inverse. Pourquoi? L'idée c'est toujours la même, c'est que le produit des deux, le gain du process fois le gain du régulateur, soit le même. Et donc si on sait comprendre comment le gain évolue en fonction d'une variable externe, on en parlera après dans les compensations de non-linéarité, où vous avez déjà entendu parler de gain scheduling, programmation du gain. Et bien en gros, c'est ça qu'on fait. Si on sait que le gain augmente en fonction de, le gain du process augmente en fonction de, eh bien on va s'arranger pour faire diminuer le gain du régulateur dans le même ratio, de manière à ce que le produit des deux reste constant. C'est ça qu'on doit faire. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça que bien définir le gain et être conscient qu'il va être non linéaire, ça permet de comprendre comment le gain évolue en fonction des points de fonctionnement pour, in fine, pouvoir le corriger. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, je vous le disais, souvent, on va normaliser le gain, et pour ça, on va regarder les deux variables qui sont utilisées pour calculer le gain, à savoir PV et MV, de manière normalisée. Donc normalisée, ça veut dire qu'on va tout remettre entre 0 et 100%. Et donc pour chacune de ces deux variables, la mesure et l'organe de réglage, la variable manipulée, vous avez une valeur minimum et une valeur maximum. Le cas le plus classique est celui pour lequel l'organe de réglage est une vanne. Là, entre guillemets, elle est déjà naturellement normalisée parce qu'elle va entre 0 et 100%. Si ce n'est pas le cas, si mon organe de réglage est un moteur qui va entre 0 et 3000 tours, mon 0 tour sera mon 0%, mon 3000 tours sera mon 100%. Ça, c'est pour l'organe de réglage. Pour la mesure, c'est la même chose. J'ai un capteur qui mesure entre 0 et 3000, je ne vais pas reprendre le même chiffre, entre 0 et 200 tonneurs. Le 0 tonneur sera 0%, le 200 tonneur sera mon 100%. Donc, ça va à chaque fois être le PV minimum et le PV maximum qui va me définir le 0-100%, et évidemment le MV minimum et le MV maximum qui va me définir mon 0-100% de U. Donc il faut juste bien définir les choses, et quand vous normalisez comme ça PV, donc on a PV normalisé, calculé à partir de PV qui n'est pas normalisé, et si vous enlevez la valeur minimum et vous soustrayez le range entre les deux, parce que le PV min n'est pas toujours 0, eh bien vous avez la valeur normalisée entre 0 et 100%. On fait la même chose pour la variable manipulée, donc c'est ce que je vous ai dit, pour l'entrée et pour la sortie. Et ce qu'on va ensuite faire, à partir de ça, je vous ai dit que c'est le seul intérêt de faire ça, c'est calculer le gain normalisé. Donc encore une fois, ici, on a un KP N, donc le gain normalisé, et ça va être la même définition que ce qu'on a ici, sauf que le gain normalisé, eh bien, on va le définir à partir du PV, du delta PV normalisé et du delta MV normalisé. Okay. Et donc, en faisant ça, ça nous donne le gain du process normalisé.
Et c'est très important parce que c'est à partir de lui qu'on calcule le gain du régulateur normalisé. Alors, petite remarque, ce gain normalisé, souvent, on dit qu'il vaut à peu près 1. Il y en a qui font l'énorme erreur de dire qu'en fait, grâce à cette normalisation, c'est très facile, parce que le gain du régulateur normalisé doit toujours être à peu près 1. C'est vrai et pas vrai. En fait, c'est vrai en faisant quelle hypothèse? Quelle hypothèse pour laquelle le gain, commençons par le gain du process, est à peu près 1 lorsqu'il est normalisé? Qu'est-ce qui va faire que le gain normalisé du process va tomber sur 1? Comment ça, il va d'augmenter? Si, le gain équivaut 1, ça veut dire qu'une variation de 5 en entrée, une variation de 5 en sortie. Ils sont inversement proportionnels. Euh, Qu'est-ce qui est inversement proportionnel? C'est-à-dire que si l'un augmente de 2, l'autre de 10. Ah non, ma question est, qu'est-ce qui fait que le gain normalisé d'un process est souvent considéré comme 1? Mais c'est un peu court. Si vous voyez ça, dites-vous bien qu'il faut chercher un petit peu plus loin. Parce que des fois, le gain normalisé vaut 40. C'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on dit que le gain normalisé vaut 1? Dans le cas où votre organe de réglage va de son minimum à son maximum, et que c'est parfaitement, entre guillemets, synchronisé, dimensionné pour que, quand l'organe de réglage est à son minimum, la variable mesurée est à son minimum, et que quand l'organe de réglage est à son maximum, la variable mesurée est à son minimum aussi, vous me suivez? Si le 0 en variable manipulée, donc si j'ai 0% ici, en entrée, qui donne 0% ici en sortie, et que 100% en entrée donne 100% en sortie, alors effectivement, j'ai bien que faire 0,100 sur l'entrée me fait faire 0,100 sur la sortie, et donc j'ai bien que j'ai un delta équivalent en entrée et en sortie. Vous me suivez? Donc si c'est vrai, alors effectivement, on peut dire qu'un gain normalisé est toujours à peu près égal à 1. Et du coup, que le gain du régulateur va toujours être à peu près égal à 1, 2, 3, selon la réglabilité. Mais souvent, on entend cette règle-là en disant c'est toujours vrai, mais ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Vous avez quand même pas mal de systèmes pour lesquels, même après normalisation, on a des valeurs qui sont très très loin de 1. D'accord? Et ça s'explique de manière tout à fait logique par le fait que le capteur, par exemple, en régulation de température dans une vapeur, on va prendre un capteur pour aller de 0 à 600 degrés, mais en fait, la zone utile, on sait qu'on est toujours en train de travailler entre 550 et 600. Lorsque l'organe de réglage va entre 0 et 100%, ma vanne de désurchauffe vapeur, par exemple, va entre 0 et 100%, eh bien, je sais que ma mesure, elle va être entre 600 et 550 degrés, un truc comme ça. Et donc ça, c'est parfaitement correct, il n'y a pas de piège là-dedans, mais c'est parce que je n'utilise qu'une partie de mon range de mesure que je ne peux absolument pas dire que le gain normalisé sera 1. Et donc c'est très courant. Donc faites gaffe, des fois on dit que c'est une règle générale qui est toujours vraie, c'est pas vrai du tout. C'est vrai dans le cas spécifique où quand je suis au minimum ici, je suis au minimum ici, quand je suis au maximum ici, je suis au maximum ici. C'est pour ça qu'on dit des fois également que c'est lié au surdimensionnement de l'organe de réglage, ou au sous-dimensionnement de l'organe de réglage, ou bien à l'inverse sur l'organe de mesure. Et ça, c'est l'exemple que je viens de vous citer. Si vous avez un range de mesure qui est 0,600 et que vous ne travaillez que sur une dizaine, une quinzaine de degrés utiles là-dedans, eh bien on peut parler de sous-dimensionnement ou surdimensionnement de l'organe de mesure. Et donc ça peut vous amener à des gains qui sont tout à fait différents de 1. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Faites attention, des fois on dit que le gain normalisé vaut 1. Ce n'est pas vrai du tout, mais c'est souvent dit comme ça. Ça ne fait que cette hypothèse que je vous ai mis là. De temps en temps, elle est vraie, tant mieux. Ce n'est pas tout à fait général. Oui. C'est possible que vous répétiez pourquoi on est à peu près à 1. Pourquoi est-ce qu'on est à peu près à 1? Parce que si j'ai un organe de réglage, une vanne, que je commande en pourcent, que cette vanne va injecter de l'eau dans de la vapeur, et que je mesure cette température-ci. Ma vanne ici d'office, son range, c'est 0,100%. Donc son min, MV min, c'est 0.
son MV max, c'est 0. Mon capteur de température ici, son range, ça va être, je prends n'importe quoi, 0, 50 degrés. Si je sais que donc, mon PV min, c'est 0, c'est pas toujours le cas, vous avez des capteurs pour lesquels le bas d'échelle n'est pas 0, PV max. Et donc, si je regarde la caractéristique statique de mon process, à savoir comment est-ce que la sortie, donc ma température, va évoluer en fonction de mon entrée. Si le système est dimensionné de telle manière à ce que lorsque mon organe de réglage est à sa position minimum, donc 0, eh bien, mon PV correspond aussi à son minimum, donc 0, et que lorsque mon organe de réglage est à 100, eh bien, mon PV est à sa valeur maximum qui est à 50 degrés, et que j'ai bien, donc ça veut dire que j'ai deux points de fonctionnement qui sont ici, et que ceci est également vrai pour toute la zone ici, eh bien alors, si je remets ça en pourcent, ça devient du 100, en fait c'était déjà du 100, ça devient du 100%, et donc voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai ici alors? Un delta d'entrée sur, pardon, un delta de surprime sur le delta d'entrée, si je l'exprime en pourcent, va toujours me donner quoi? 1, parce que justement j'ai 0,100, 0,100. Et donc si j'ai bien que le minimum de l'entrée correspond au minimum de la sortie, et que le maximum de l'entrée correspond au maximum de la sortie, et c'est là que je dis ça, c'est pas toujours vrai du tout. Mais si c'est le cas, et que c'est linéaire entre les deux, alors oui, c'est la condition pour pouvoir dire que le gain normalisé du process vaut 1. C'est ça que ça veut dire finalement. Et donc cette hypothèse-là, elle n'est pas toujours si vraie que ça, donc faites attention aux généralisations un petit peu fortes. Donc ça, ce n'est rien que la définition de notre gain normalisé. Et donc ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre le gain normalisé et le gain non normalisé. Donc si vous avez besoin de calculer le gain du régulateur normalisé, eh bien vous pouvez, en remettant directement le PV normalisé et le MV normalisé dans l'équation, faire le lien entre le gain normalisé et le gain en unité physique, et vous voyez directement le facteur de conversion qui est évidemment le range du MV et le range du PV. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, hein. C'est vraiment juste recalculer une valeur qui était normalisée en fonction du range du MV et du PV. La seule raison pour laquelle on fait ça, encore une fois, c'est parce que certains régulateurs utilisent ces unités-là, et donc il faut savoir pourquoi c'est fait, il faut savoir comment c'est fait, et il faut surtout savoir que du coup, si vous oubliez de faire ça, et que vous avez ici le delta des ranges, enfin le rapport des ranges qui est loin de 1, l'erreur serait énorme dans l'estimation du gain statique. Donc la raison pour laquelle c'est fait, c'est ceci, à cause du fait que beaucoup de régulateurs travaillent en gain normalisé. Encore une fois, on dit beaucoup, ça ne veut pas dire tous. D'expérience, c'est de moins en moins, parce que c'est un peu historique la raison de faire ça. Donc il faut directement commencer par regarder la documentation du régulateur sur lequel vous travaillez. Que ce soit un régulateur programmé dans un automate, que ce soit un module de régulation, que ce soit un régulateur analogique, il faut absolument d'abord connaître l'équation de la régulation et les paramètres de régulation pour ne pas tomber dans le piège. C'est un exemple des choses à éviter. Donc ça clôture le seul truc intéressant qu'il y avait à dire sur le premier élément qu'on a introduit ici, qui est le gain de notre régulateur, pardon, le gain du système, et c'est directement lié au gain du régulateur, ça vous le savez. Et donc on peut passer au deuxième que vous connaissez également, qui est le temps mort. Alors la première chose à dire, redire et encore redire, vous la connaissez déjà également. Le temps mort, pourquoi est-ce que ça nous fait peur en tant qu'automaticien? Quoi? On perd de la marge de phase, autrement dit, sans donner des termes trop scientifiques, ça risque simplement de rendre les choses instables, hein. Qui peut m'expliquer, encore une fois, intuitivement, pourquoi est-ce qu'un temps mort rend la régulation instable? Et d'abord, je viens de faire attention à ma phrase, vous avez entendu que j'ai eu une demi-hésitation, parce que ce n'est pas toujours vrai. Qu'est-ce qui fait qu'un système régulé, je fais attention à mes mots, peut devenir instable à cause d'un temps mort? L'entrée, c'est la sortie. Parfois, le temps mort, la sortie n'est pas actualisée. Oui, mais tu réponds pas à la question. Qu'est-ce qui fait qu'une régulation peut devenir instable à cause du temps mort? Là, vous êtes déjà plus dans le détail, on va arriver après.
Mais dans la structure de réglage, qu'est-ce qui fait qu'un système peut devenir instable à cause d'un temps mort? La rétroaction. Donc faites bien attention, quand on dit qu'un temps mort rend une régulation instable, c'est pas vrai en général. C'est vrai dans une boucle fermée. Si vous êtes dans une boucle ouverte, le temps mort ne pose absolument aucun problème. Donc quand on dit que la boucle fermée rend instable, pardon, que le temps mort peut rendre une régulation instable, c'est une boucle fermée qu'elle rend instable. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on peut intuitivement l'expliquer? Vas-y. Si pour l'exemple, c'est quand l'entrée va arriver à la sortie, on va venir indirectement, donc on n'a pas tout. Oui, donc alors, ça pourrait s'emballer parce qu'on peut dire toute la licence campus, alors qu'en fait, donc, si on se met à la place du régulateur, on dit merde, ben, il ne se passe rien, donc il faut que je pousse plus fort. Donc on pousse plus fort. Sauf qu'après un certain temps, le temps mort est enfin dépassé. Et là, ben, tout ce qu'on a poussé, on se le prend dans la figure en un coup. Et du coup, on part trop haut, donc on doit revenir dans l'autre sens, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc c'est clair que dans une boucle fermée, le temps mort est absolument une crasse. Donc le temps mort, ben, vous savez déjà comment est-ce qu'on l'exprime en Laplace. C'est le seul terme qui n'est pas polynomial là-dedans. D'ailleurs, vous avez déjà souvent remarqué quand vous calculiez des boucles fermées ou quoi, que c'est le plus emmerdant. Parce que tout ce qui est polynomial, quand vous calculez des boucles fermées, ça se passe toujours très très bien. C'est l'exponentiel qui vous emmerde. Parce que des ratios de polynômes, ça reste des polynômes. Par contre, quand vous y intégrez le temps mort, que vous fermez votre boucle, ben là, vous commencez à voir le temps mort qui n'apparaît plus gentiment comme ça en sortie de fonction de transfert, mais qui apparaît dans votre dénominateur. Et ça, c'est toujours assez emmerdant à calculer. Donc, c'est le seul élément qui n'est pas polynomial, et ça nous emmerde souvent à cause de ça. Physiquement, l'exemple typique, c'est ça, c'est la bande transporteuse. Vous savez bien que si on décide brusquement d'augmenter le débit d'apport d'un matériau W1 sur la bande transporteuse, mais que le process ne le voit arriver qu'en sortie de bande transporteuse, ben, il faudra un certain temps pour que ça arrive, et ça, c'est clairement un temps mort pur ou un délai. Un autre exemple très important, et c'est encore plus classique que celui-ci, même si celui-ci est quand même assez classique, que vous travaillez dans tout ce qui est mine, que vous travaillez dans tout ce qui est broyage pour les centrales électriques au charbon, les centrales électriques en bois, etc., etc. Il y a énormément de processus de broyage, et donc on est souvent amené à avoir ce genre de problème-là avec des bandes transporteuses. L'autre exemple typique que vous allez voir plus tard, mais qui lui est vraiment très, très, très courant dans quasiment tous les process, c'est ce qu'on appelle faire de l'échantillonnage. À votre avis, ça veut dire quoi faire de l'échantillonnage? Ça n'a rien à voir avec le fait de travailler de manière discrète. Faire de l'échantillonnage, ça fait allusion à faire une mesure en général chimique. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général quand on utilise une mesure chimique? Eh bien, on a ce qu'on appelle un analyseur, autrement dit, c'est le capteur, mais le capteur, en général, il n'est pas juste à côté de la prise d'eau ou la prise de je ne sais pas quoi, pour lesquelles on veut aller mesurer le pH, la concentration, la dureté, etc. etc., etc. En général, ce qu'on a, c'est qu'on a un analyseur, et que cet analyseur est assez déporté, donc vous sentez le truc arriver, et assez déporté, ça peut être plusieurs centaines de mètres. Et qu'est-ce qu'on a? On a une prise d'échantillon, c'est pour ça qu'on appelle ça un échantillonnage. Donc vous pouvez avoir une quinzaine de cuves dans votre processus de production. Pour chacune de ces cuves, on a un échantillon, donc on a un tuyau qui part de cet échantillon-là. On a une petite pompe qui amène l'échantillon, donc on parle d'un tout petit débit. C'est vraiment que le débit d'échantillonnage, et qui va l'amener vers l'analyseur. Et dans un analyseur, on a en fait des vannes d'entrée qui font que l'analyseur est capable de mesurer une quinzaine d'origines différentes. Donc vous avez 15 tuyaux avec les débits à mesurer qui arrivent, et vous avez, c'est pour un gain de prix évidemment, un seul analyseur, et toutes les minutes, on va changer de canal. Un peu comme si vous changez de canal sur un multiplexeur. De la minute 0 à la minute 1, l'analyseur reçoit le débit du temps numéro 1. Après, de la minute 1 à la minute 2, l'analyseur reçoit le débit du temps numéro 2 parce qu'il y a eu un jeu de vannes, d'électrovannes sur l'entrée, etc., etc. Donc ça, c'est un truc très, très, très typique en industrie pour tout ce qui est mesures chimiques. Où est le lien avec ce que je suis en train de vous dire ici? Ben, vous sentez venir. C'est quoi? Quoi? Oui, il y a un délai parce que vous allez aller faire une prise d'échantillon là où vous voulez réguler votre pH, par exemple, dans la cuve, sauf qu'il va falloir un certain temps pour que ça arrive jusque chez vous, enfin, jusqu'à l'échantillon. Et dans l'échantillonneur, ça prend encore pas mal de temps,
Parce que les échantillonneurs, alors ça dépend si vous voulez mesurer un pH, une conductivité ou des choses comme ça, vous avez certaines mesures chimiques qui sont instantanées, les mesures de conductivité par exemple, c'est l'électrement électrique. Par contre, vous avez d'autres mesures pour lesquelles vous avez encore tout un délai d'échantillonnage. Donc on va vraiment, dans l'analyseur, avoir une arrivée d'un certain débit de l'eau à échantillonner. On va attendre d'avoir, par exemple, un demi-litre. On va automatiquement, dans l'analyseur, rajouter des réactifs. On va attendre que la réaction se fasse. On va mesurer le résultat de la réaction. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura le résultat de la mesure. Du coup, dans ce cas-là, on a deux délais. Le délai du transport de l'échantillon et le délai de réaction de l'analyseur. Vous me suivez? Et donc ça, c'est très typique de ce qu'on a en industrie. C'est un exemple très important de délai. Et vous savez que c'est très déstabilisant. Donc il faut absolument bien connaître ce délai pour en tenir compte dans la régulation. Typiquement, qu'est-ce qu'on va devoir faire si on doit satisfaire, on va se contenter d'une régulation simple avec un simple PID dans un feedback, la régulation la plus classique. Qu'est-ce que je vais devoir faire si j'ai un temps mort? Inclure dans mon instant limité. Oui, mais typiquement, on va devoir accepter de diminuer la vitesse de la régulation en diminuant le gain et en augmentant la constante de temps d'intégration. Ça, c'est la solution si on ne peut pas faire mieux. Par contre, si le délai commence à être vraiment important et qu'on ne peut pas se contenter de diminuer la vitesse de la régulation, on doit alors changer de structure de réglage, changer de forme de régulation. C'est toujours la même chose. Oui. Mais ça se trouve, c'est dans la transformation qu'il y a un délai. On va voir vraiment plus dans le process directement. Oui, tout à fait. Mais alors là, je vous ramène à la première chose dont on a parlé quand on s'est vu il y a quelques semaines. Vous avez ici, à l'entrée du process, la dynamique de l'organe de réglage. La bande transporteuse, c'est l'entrée du process, c'est un peu l'organe de réglage. Et vous avez en sortie la dynamique du capteur. Et donc, c'est vrai que le temps mort peut, c'est tout à fait être plutôt sur l'entrée du process quand il est dans le process, ou bien être sur la sortie du process quand il est lié au capteur. Mais pour la régulation, ça ne change rien en fait. Mais tu as tout à fait raison, ça peut être plutôt dans le process ou plutôt dans la mesure. Bref, c'est quel autre type de structure de réglage qu'on utiliserait si le délai est trop grand? Une commande prédictive ou bien un régulateur de Smith. Vous avez déjà entendu parler de ça avec M. Bouchard. Un régulateur de Smith, un prédicteur de Smith. Non? C'est pas grave, on va le revoir la fois prochaine. Donc ça, rien d'autre, vous voyez bien le délai que vous avez entre les deux signaux, le signal d'entrée et de sortie. S'il faut un petit peu donner d'autres exemples, on l'a fait, donc là il n'y a pas grand-chose à dire. Et le fait que c'est déstabilisant, on en a reparlé également. Alors, ce qui est très important également, c'est de bien connaître ce temps mort. La dernière remarque ici, elle est fondamentale. Et je vous donne une petite anecdote. Moi, j'ai passé 2 semaines, j'ai perdu 2 semaines dans une centrale nucléaire il y a une dizaine d'années, parce que dans une régulation justement chimique comme ça, il faut réguler plusieurs indices chimiques, mais dont le pH dans le circuit tertiaire d'une centrale nucléaire. Et on utilise du coup pour ça exactement ce que je viens de vous décrire, une prise d'échantillon. Cette prise d'échantillon, on va vers l'analyseur et on injecte de l'acide sulfurique dans l'eau pour essayer de faire baisser le pH ou le monter, je ne sais jamais, on y reviendra après, c'est un détail. Et les régulations ont fonctionné très bien pendant la journée quand elles étaient mises en service. Et la nuit, j'étais rappelé parce qu'on me disait il n'y a plus rien qui marche. Et le lendemain, ça ne marchait plus non plus, ça ne marchait plus non plus. Je vais revenir, refaire des réglages, ça marchait plus. On a mis des semaines à ne pas comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est que le chimiste, quand il allait faire des mesures dans la salle dans laquelle il y avait l'analyseur, trouvait que le débit d'échantillonnage dont je vous parlais, la pompe faisait trop de bruit et donc diminuait la vitesse de l'échantillonnage. Ce qui fait que le délai qui normalement était de 2 minutes passait finalement à 60 minutes parce qu'il avait diminué le débit d'échantillonnage. En diminuant le débit d'échantillonnage, vous augmentez le temps mort, ça rend complètement les régulations instables. C'est exactement l'exemple dont je vous parlais. Il y en a des dizaines comme ça, tellement c'est classique. Donc connaître ce temps mort, c'est vraiment fondamental. Et il faut, quand on a comme ça un système à échantillonnage, tout faire pour que le débit de l'échantillonnage soit constant. Des fois, le temps mort est dans le process, comme on l'a dit. Et donc, ce temps mort peut être variable, c'est très important. Alors, il faut le comprendre pour en tenir compte, encore une fois, dans la régulation. Comme j'ai parlé de non-linéarité avec le gain statique, c'est la même chose ici. C'est clair que la bande transporteuse, si elle va plus vite, ce que l'on va faire si on veut augmenter la charge d'envoyeur, le délai va diminuer.
Ça, c'est comme ça fait partie du process. Donc ça, il faudra vivre avec. Par contre, dans la mesure, pour revenir à Dharma, quand le temps mort, il y a la mesure, là, il n'y a aucune raison qu'il soit variable. Sauf l'exemple d'erreur dont je vous parlais, où quelqu'un venait malencontreusement diminuer un débit d'échantillonnage. En se disant naïvement, correctement, tant que ça débite, c'est bon. Pour le chimiste, si l'eau arrive à l'échantillonnage, ben lui, il ne foutait pas le bordel, parce qu'on continue à l'échantillonner. Qu'est-ce qui lui manquait dans la réflexion? Mais l'aspect dynamique sur l'influence sur le temps mort, dans la boucle fermée, qui rendait tout instable. Donc c'est vraiment des choses fondamentales. Quand on a des boucles qui commencent à se comporter différemment un jour alors qu'elles étaient bien la veille, c'est le genre de choses qu'il faut venir vérifier. Est-ce qu'on n'a pas changé quelque chose côté d'organe de réglage ou côté de la mesure? C'est pas un détail non plus, je vous en montrerai d'autres plus tard. Donc ça, vous l'avez déjà vu, c'est juste pour que vous ayez un rappel concis ici, mais je ne vais pas repasser dessus. La place, on l'a dit, c'est une exponentielle. Si vous voulez repasser dans le domaine fréquentiel, vous reprenez la définition de la place en j oméga, et à partir de ça, vous pouvez recalculer l'amplitude et la phase de votre régulation. Et donc, on peut comme ça vérifier ce qu'on sait déjà, qui est que la phase se casse complètement la gueule à cause du temps mort. Et ça, vous l'avez vu quand vous avez travaillé beaucoup en fréquentiel avec M. Rouchard. Mais dès que vous rajoutez votre temps mort, perdez votre marge de phase et vous allez bouffer vos marges de stabilité et risquer de rendre le système d'abord oscillant et puis instable si vous reniez trop sur vos marges. Et en phase, ben, vous savez, ça ne change rien, c'est logique. Si vous avez un temps mort, ça ne fait que décaler le signal, ça n'a aucune faculté de l'amplifier ou le diminuer, donc ce n'est pas une modification de son gain, quelle que soit la fréquence. Ça, c'était le deuxième élément dont on devait parler. Le troisième dont on parle ici, je ne l'avais pas noté, mais finalement, on pourrait l'assimiler à ceci, sauf que c'est la partie intégrateur que l'on peut avoir. Alors, encore une fois, c'est intéressant pour deux choses, parce que l'intégrale, vous en avez dans votre régulateur et vous en avez dans votre process. Donc ici, on va en reparler de manière générale, très rapide, pas grand-chose de nouveau pour vous. Mais donc, quel est le comportement d'un système intégrateur? Et d'abord, qu'est-ce que c'est un système intégrateur? Mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'une cuve, qu'un buffer. Alors, c'est vrai et pas vrai. Mais donc, l'idée ici, c'est quoi quand on dit que on a notre cuve qui est un système intégrateur? C'est uniquement vrai si, et c'est bien spécifié ici, ça doit être en rouge, le débit de sortie est constant. D'accord? C'est fondamental dans la réflexion qui est de dire que une cuve se comporte comme un intégrateur, autrement dit qu'elle intègre le débit d'entrée. Donc, il y avait le MV qui est un débit, et donc vous avez bien que le niveau de la cuve intègre le débit, mais attention, ceci ne se comporte comme un système intégrateur que si le débit de sortie est constant. L'autre exemple, je crois que vous le connaissez aussi, vous avez déjà discuté de ça en modélisation de base avec M. Rouchard dans les exemples que vous avez faits. Si j'ai une cuve, mais que le débit de sortie n'est pas constant, mais que j'ai une variation du débit naturelle, parce que j'ai ici une paire de charges, par exemple une vanne à ouverture constante, 50%, qu'est-ce que vous pouvez dire du débit de sortie en fonction du niveau? Le débit de sortie en fonction du niveau. Quand mon niveau augmente, mon débit de sortie diminue. D'accord? Du coup, est-ce que ma cuve, lorsque la sortie est telle que je la définis ici, est un système intégrateur? Non, je vais l'entendre. C'est stable. En fait, où est-ce que ça va trouver une position stable? Quelle est la position stable vers laquelle je vais tendre? Oui, autrement dit, pour faire le lien avec le niveau, quand le niveau sera assez grand, pour que du coup ça pousse plus fort que le débit de sortie, jusqu'à ce que ça compense le débit d'entrée. D'accord? Donc quand on dit qu'une cuve est un système intégrateur, attention, c'est vrai, mais ce n'est pas le système mécanique qui est un système intégrateur. Il faut voir ça avec l'aspect dynamique, et donc le débit de sortie va être fondamental. Donc si vous avez une cuve pour laquelle vous gérez le débit de sortie, parce que vous avez soit une régulation de débit en sortie, et c'est tout à fait classique comme cas, soit vous avez une autre manière d'avoir un débit qui est constant en sortie, ça serait quoi? Si vous avez une pompe en sortie, est-ce que le débit de sortie est constant? Et c'est pour ça que vous êtes électromécanicien, automaticien, et pas que automaticien ni que électromécanicien.
Si j'ai une pompe en sortie, est-ce que mon débit va être constant? Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Ouais. Si vous mettez les pompes les plus classiques, Ça sera saccadé. c'est ça? Ce sera saccadé. Non, c'est pas une question d'être saccadé. C'est est-ce que le débit est constant en fonction de la hauteur? Est-ce que vous connaissez comme type de pompe? Il faut toujours faire la même. Non. Est-ce que vous connaissez comme type de pompe? Ouais, mais sauf que- Quoi? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de pompe? Parce que la centrifuge, elle n'est pas bonne pour mon exemple. Les pompes volumétriques. Donc, si vous avez une pompe volumétrique à vitesse constante, eh bien là, le volume de sortie est indépendant de la hauteur. C'est fondamental de comprendre ça. C'est là que c'est intéressant d'être compétent et dans la partie process, donc mécanique dans ce cas-ci, que ce soit pour bien comprendre la pompe, que ce soit pour bien comprendre la vanne, etc. C'est là que ça devient intéressant. On va parler des caractéristiques de vanne. Ben, c'est de nouveau l'aspect mécanique, mais qui est directement lié à l'aspect dynamique, à l'aspect régulation. Donc je reviens sur ce que je disais. Ici, mon système de cuve est un système intégrateur si j'ai un débit constant. C'est bien l'hypothèse qu'on fait ici. Pour que ce soit réalisable, soit je rajoute une régulation de débit qui va piloter ma vanne en sortie, et j'ai une consigne de débit constant, soit j'ai une pompe volumétrique en sortie, et alors j'ai bien que la hauteur n'influence pas le débit de sortie. Vous êtes sur quel épisode de la série là, parce que vous êtes occupé depuis 20-30 minutes, on a dit que vous êtes déjà au 5e épisode. Qu'est-ce qui vous fait marrer depuis tantôt? C'est pas moi en tout cas, parce que vous n'écoutez pas, donc ça ne doit pas être ça. Dites-moi, c'est vraiment que vous m'en aussi, vous suivez tout ça. Est-ce que vous regardez? Bien. Donc, ça ne me dérange pas que vous ne fassiez rien, mais essayez de le faire différemment. J'essaie d'être concentré dans ce que je fais, ça n'aide pas. Donc, notre système intégrateur, encore une fois, on va l'utiliser ici comme système, même si, de nouveau, c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe dans le régulateur ici, mais on va d'abord se concentrer sur l'aspect process. Le truc très important à connaître, c'est comment déterminer la constante de temps d'intégration de mon système. Parce que c'est vrai qu'ici, je dessine uniquement mon process comme étant un intégrateur 1 sur S, mais en fait, ça fait une hypothèse ici. Ça fait l'hypothèse que j'ai quoi comme constante de temps? Que j'ai 1. D'accord? De nouveau ici, on va bien faire attention. Des fois, on va définir le système intégrateur avec une constante de temps d'intégration, que ce soit pour le process, que ce soit pour le régulateur, c'est la même chose. Des fois, on ne va pas le définir à partir d'une constante de temps, mais à partir d'un gain. Parce que si je mets ici un gain capé, ben, je peux faire exactement la même chose. Donc de nouveau, ces deux trucs-là sont équivalents, mais avec encore une fois, le fait que le gain d'un système intégrateur est l'inverse de la constante de temps d'un système intégrateur. La phrase que je viens de dire, elle n'est valable que pour un système intégrateur. Hein. Si j'ai un système du premier ordre, je ne vais évidemment jamais dire que le gain d'un système du premier ordre est l'inverse de la constante de temps. Ça ne veut rien dire ici. Hein. Mais si j'ai un système intégrateur, sous-entendu que intégrateur, donc défini par un seul paramètre, je ne vais pas m'amuser à mettre et un gain et une constante de temps sur un système intégrateur. Vous êtes d'accord? C'est complètement con. Hein. Donc ce n'est que l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc il faut bien faire attention. Est-ce que je suis occupé à regarder une forme de système intégrateur qui s'exprime en gain, qui s'exprime en constante de temps? L'un est de nouveau l'inverse de l'autre. Et attention, si vous travaillez sur un simulateur, des choses comme ça, de nouveau vérifier les unités de temps de votre constante de temps, c'est fondamental. Donc, je reviens à la question, comment est-ce qu'on peut facilement trouver cette constante de temps? Soit que vous travaillez en modélisation, et donc si je prends mon exemple de cuve, la constante de temps ici, elle va être liée à quoi? Si je définis l'entrée de mon système comme étant mon débit, et la sortie de mon système comme étant la hauteur, la constante de temps, elle est liée à quoi? En fait, c'est quoi? La différence entre l'entrée et la sortie. Quoi? La différence entre le débit d'entrée et de sortie. La constante de temps est la différence entre le débit d'entrée et de sortie. Donc la constante de temps, qui est une propriété du process, serait liée aux signaux d'entrée et de sortie. Ça me fait mal aux oreilles. La constante de temps d'intégration du système. C'est la section, la surface de la cuve. Ça, vous l'avez montré l'année passée dans les exemples de base. Donc soit vous le modélisez parce que vous connaissez cet exemple. Alors c'est très facile et ça se fait effectivement souvent quand on est dans des exemples hydrauliques, ce qui est très courant en industrie. Il suffit de connaître la section de la cuve. Pas le volume. Le volume, on s'en fout complètement. Ce n'est que la section de la cuve qui intervient pour caractériser l'aspect intégrateur
d'un système intégrateur. Donc quand c'est ça, c'est facile à trouver. L'autre exemple, c'est si vous êtes sur un exemple électrique et que votre intégrateur est fait par une capa ou une self. Là, de nouveau, c'est très facile de déterminer la constante de temps d'intégration qui va directement être la valeur de la capa ou la valeur de la self, exactement comme vous avez ici, votre section. Quand vous ne savez pas faire ça à partir de la modélisation, on peut le faire de manière expérimentale. Et bien là, vous reconnaissez ce que vous avez déjà fait de manière expérimentale quand vous faites un step sur un système. Donc, vous l'avez déjà souvent fait sur un système stable pour lequel vous obtenez une courbe en S. Autrement dit, si le système est stable, lorsque j'ai mon équilibre avant de faire mon échelon, sur l'entrée, je dois avoir ce qui n'est pas ici, quelque chose de stable en entrée, je fais mon échelon, j'ai ma courbe en S. Sur mon système intégrateur, il est instable, donc je sais bien que ça ne va jamais être comme ça. Donc, pour un système intégrateur, lorsque l'on veut de nouveau faire l'identification du système, et c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin simplement pour déterminer sa constante de temps, c'est très pratique et très souvent fait pour ça. Lorsque je n'ai pas les équations du système avec tous les paramètres du système, on stabilise le système avec une certaine entrée, on fait une variation de sortie, et on va pouvoir recalculer la constante de temps d'intégration. Donc, comment est-ce qu'on va raisonner là-dessus? On va tout simplement voir que pour telle entrée, mon système intégrateur a telle variation. Pour une autre entrée, le système intégrateur a une autre variation, sous-entendu en sortie, et le gain process intégrateur, ou l'inverse de la constante de temps, vous avez compris que c'est la même chose, et bien de nouveau, elle va être liée à la variation d'entrée, évidemment, et à la variation des pentes. D'accord? Donc le résultat que vous connaissez, qui est de dire que le gain statique du process, eh bien c'est la variation de sortie sur la variation d'entrée. Lorsqu'on est en intégrateur, le gain du système intégrateur, on peut reprendre la même définition, sauf que c'est la variation de pente. Donc c'est la variation, c'est le delta des variations. C'est un delta de delta. Et donc c'est ça qu'on fait lorsqu'on doit identifier les constantes de temps d'intégration d'un process. On va regarder la pente lorsqu'on est à l'équilibre avant, donc pour le MV stable avant l'échelon. Donc la pente, c'est la variation de sortie en fonction du temps. On va regarder la pente après. Et si on n'a besoin que de définir le gain statique et qu'on s'en fout de temps mort ou autre, eh bien on va tout simplement regarder à l'équilibre avant la pente, à l'équilibre après la pente, et on va calculer le gain du système intégrateur, ou l'inverse de la constante de temps d'intégrale, comme étant le ratio des pentes divisé par le delta de l'entrée. C'est finalement exactement le petit frère que le gain statique du système stable que vous maîtrisez bien, sauf qu'on y rajoute l'aspect dérivé sur pente, mais parce qu'on est sur un système intégrateur. Donc, comme je le disais, ça c'est uniquement pour définir le gain ou la constante de temps de l'intégrateur. Si vous avez en plus une dynamique dans l'intégrateur avec un délai, vous allez avoir apparaître ici. Et donc, évidemment, il faut attendre d'avoir atteint l'équilibre après la variation. Donc ici, ceci sous-entend que vous avez une fonction de transfert qui est un système intégrateur avec un temps mort. Avec un temps mort θ. Donc ça vous permet alors en réalité et de voir le temps mort et de calculer la constante de temps d'intégration. Donc de nouveau, à partir d'un essai en réponse indicielle, eh bien, on sait caractériser les paramètres du système. Le gain statique, on en parlait, le temps mort, vous voyez bien qu'il apparaît ici. C'est le temps que vous avez besoin pour que le système commence à changer de sens suite à la variation d'entrée. Ensuite, vous avez quelques petites équations pour mettre ça en musique, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Vous regardez ça calmement, c'est tout à fait intuitif. Et donc, les exemples en niveau pour une cuve, en tension pour une capacité dans le cas électrique, etc., etc., etc. Ah oui, chose importante, souvent les cuves, elles ne sont pas, comme je vous l'avais dit ici gentiment, à section constante. Ce qu'on a souvent, ce sont des tanks qui sont à section non constante. Et donc, vous avez que le niveau ici ou le niveau ici, mais lorsque je suis à un certain niveau, j'ai une section plus importante que lorsque je suis à un autre niveau. Ça vous fait penser à quoi ça, de nouveau? À une non-linéarité, parce que ça vous montre bien que si la section n'est pas la même en fonction de la hauteur, ça veut dire que la constante de temps de mon système, la constante de temps d'intégration de mon système intégrateur n'est pas la même en fonction du point de fonctionnement. De nouveau, si on connaît ça, c'est très facile, parce qu'il suffit de tenir compte de ça pour faire la règle inverse dans le régulateur. Et donc, c'est très courant dans les automates de voir apparaître la courbe de variation de section en fonction de la hauteur. Parce qu'on sait que ça définit directement la
valeur d'intégrale du process, et donc on utilise ça pour aller compenser, comme par hasard, le terme intégrateur du régulateur. De nouveau, encore une fois, pour que l'un soit adapté en fonction de l'autre. Petite différence quand même pour ne pas trop généraliser. Je vous ai dit que quand on compensait le gain du process, qui est non linéaire, par le gain du régulateur, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'il y a une règle opposée. Si le gain du process augmente, le gain du régulateur doit diminuer pour que le produit des deux soit à peu près constant. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'on peut dire si on veut faire le même raisonnement et que la dynamique du système est de plus en plus grande et de plus en plus lente? Est-ce que vous allez du coup avoir un régulateur qui est de plus en plus rapide pour compenser? Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un système qui soit intégrateur ou un système stable, hein, et que vous savez que, à cause du temps mort dont on a parlé tout à l'heure, ou des constantes de temps dont on parle maintenant, donc n'importe quel aspect dynamique de votre système, on a fait l'exemple sur le gain statique, maintenant je fais l'exemple sur le gain dynamique, si votre système est d'autant plus lent que blablabla, par exemple, j'ai mon temps mort qui est d'autant plus grand que le débit d'échantillonnage est petit, comment est-ce que je vais devoir adapter les paramètres du régulateur? Aller dans le même sens au niveau des paramètres dynamiques du régulateur ou dans l'autre sens? Pour la partie statique, on a dit que si le gain du process est plus grand, le gain du régulateur doit diminuer. Pour la partie dynamique maintenant, qu'est-ce que je dois dire si je veux raisonner de la même manière? Si le système est plus lent, est-ce que le régulateur doit être plus lent ou plus rapide? Vous vous souvenez du tableau que vous avez utilisé au premier laboratoire de régulation en troisième? Non, voilà, c'était la modélisation du système pour obtenir les fonctions de transfert du premier ordre. Le tableau que vous avez utilisé pour la régulation, c'était le tableau de Kinron-Reswick ou chien. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans chien? La base de la base de la base dans chien. Et qu'est-ce que vous aviez par exemple dans chien? Un truc très clair qui vous montrait, si vous aviez dans la colonne réjection de perturbation pour avoir un dépassement de 20% ou un truc comme ça, vous aviez par exemple une règle à la con qui était que TI est égal à 0,5 fois TG. TG étant la vitesse du système, la dynamique du système. Donc, on le sait très bien ça, que si le système est lent, c'est normal que le régulateur doit être lent aussi. Hein. Sinon, vous poussez votre boucle fermée à l'instabilité. Donc, quand on doit adapter les paramètres de régulation en fonction des paramètres du système, pour tenir compte des non-linéarités, on va toujours utiliser la règle suivante. Quand le gain du système augmente, je dois le compenser en faisant diminuer le gain du régulateur. Par contre, pour les éléments dynamiques, quand la dynamique du système augmente, la dynamique du régulateur doit augmenter aussi. D'accord? Donc pour les éléments dynamiques, les constantes de temps, vous allez dans le même sens. Par contre, pour les éléments statiques, vous allez dans le sens opposé. D'accord? Vous ne trompez pas, c'est évidemment la cata si on fait ça, parce que le but en général, c'est de pouvoir dire je travaille autour d'un point de fonctionnement et je fais mes adaptations de gains et de constantes de temps pour essayer que ça marche à chacun des points de fonctionnement. Si vous vous trompez dans la règle d'adaptation, vous allez empirer les choses. Donc ça, ce sont des choses très pratiques et on y reviendra encore. Ne vous en faites pas. Le diagramme fréquentiel d'un système intégrateur, il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous avez déjà vu ça 1000 fois. On ne va pas revenir dessus. Et ça peut être intéressant quand même. Souvent, si vous voulez réaliser vous-même une action intégrale dans un automate et que vous n'avez pas un bloc intégrateur qui est disponible et que vous devez le coder. En fait, réaliser un intégrateur de manière numérique, c'est très simple. Comment est-ce qu'on implémente, on code un intégrateur de manière numérique? Autrement dit, dans un automate, on sait qu'on a quelque chose qui est récursif. Tous les temps de cycle, je vais refaire un calcul. Intuitivement, c'est ce qu'on vous démontre ici, mais intuitivement, comment est-ce qu'on fait un intégrateur? Autrement dit, on va dire que la valeur de l'intégrale maintenant, c'est celle que j'avais avant, plus le terme qui vient d'arriver. Donc c'est exactement ça qu'on fait. Si vous voulez le voir de manière plus classique, qu'est-ce que vous avez? Vous partez de la définition continue d'un intégrateur, et donc la sortie d'un intégrateur à un certain temps, quand vous êtes discrétisé avec une période d'échantillonnage TS après un certain nombre de cas d'échantillons, eh bien vous pouvez dire que c'est tout ce qui a été intégré depuis infiniment longtemps, juste avant la période,
Et puis je rajoute ici ce qui est intégré sur le nouveau pas de temps entre il y a une période d'échantillonnage et maintenant. Donc ça, c'est la version temporelle, un peu grosse pour le dire. En gros, tout ce qu'on va avoir là-dedans pour l'implémenter, c'est tout simplement le fait que on va avoir que la sortie du système intégrateur au temps K, c'est la sortie du système intégrateur juste avant. Donc on va bien rechercher la valeur d'une période d'échantillonnage avant, et on va rajouter l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe, ben, ça vous l'avez vu quand vous avez discuté de l'introduction, de la transformer en Z, vous avez trois manières de l'approximer. L'approximer par devant, par derrière ou en trapèze. Vous vous souvenez de ce que c'est? Vous avez déjà fait ça, hein? Vous avez déjà fait ça en calcul numérique, vous avez déjà fait ça dans l'introduction en Z, vous avez peut-être même fait ça en maternelle, parce que c'est des trucs jolis pour faire des petits carrés. Donc, si on revoit ça très rapidement, c'est trois manières d'approximer l'intégrale. Et c'est très intéressant parce que l'intégrateur, c'est vraiment l'élément dynamique à partir duquel on sait tout faire. Petit exemple qui vous montre ça, et puis on revient sur la manière de numériser un intégrateur. Si vous ne devez pas faire un intégrateur, mais que vous devez faire un système du premier ordre, comment est-ce que vous écrivez ceci à partir d'un intégrateur? En fait, toutes les dynamiques ne sont basées que sur des intégrateurs, hein. Comment est-ce que vous réexprimez ça si vous n'avez qu'un terme intégrateur? On a déjà parlé la semaine passée dans le cas de filtre RC. Ceci, si vous le réécrivez autrement, vous pouvez le réécrire en isolant votre terme intégrateur et une contre-réaction positive. Et vous avez ici un gain 1 sur taux, et ici votre terme intégrateur. Donc si je sais faire un filtre du premier ordre à partir d'un intégrateur, en fait je sais tout faire à partir d'un intégrateur. Le seul truc que je ne sais pas faire, c'est un délai, mais ça numériquement, c'est pas bien compliqué. Comment est-ce qu'on fait un délai de manière numérique dans un automate? On rajoute les mêmes valeurs. Si vous devez faire un délai de 15 secondes, faire un algorithme entre guillemets qui simule un délai de 15 secondes, qu'est-ce que vous faites? On le met en pause pendant 15 secondes. Quoi? On le met en pause pendant 15 secondes. Ah non, on ne le met pas en pause, l'automate il faut qu'il tourne. Ben, on Et, garde. et je parle bien d'un temps mort, hein. Exactement. C'est l'équivalent de faire une pile de mémoire pour lequel ben, vous stockez, si vous êtes occupé à travailler avec une période d'échantillonnage de 1 seconde et que vous voulez faire un temps mort de 15 secondes, ben, vous stockez les 15 dernières valeurs et vous sortez maintenant celle qui est rentrée dans la pile de mémoire il y a 15 secondes. Vous faites ça à chaque période d'échantillonnage et vous simulez comme ça un temps mort. Donc ça, c'est très con. Et à partir de ceci, vous savez donc tout faire. Petite remarque historique, à votre avis, dans les systèmes analogiques, comment est-ce qu'on simulait les temps morts? Parce qu'encore une fois, les temps morts, des fois, on les mettait carrément dans les régulateurs. Si vous avez un régulateur qui utilise un modèle interne du système, eh bien, et que le process a un temps mort, on va du coup mettre un modèle du process dans le régulateur, ce que vous avez fait en IMC par exemple l'année passée. Eh bien, donc, on devait pouvoir simuler des temps morts, les calculer dans le régulateur. Mais quand on était encore au calculateur analogique, à votre avis, comment on faisait ça? Ah si, pneumatique, c'est de l'analogique. C'est avant le digital, avant le discret, avant l'informatique. Comment est-ce qu'on pouvait simuler un temps mort avant? Comment? Non, l'inertie, c'est pas un temps mort. Une inertie, c'est une constante de temps. Ça, c'est l'inertie. C'est 100% une inertie, ça. À votre avis? Ouais. En quoi est-ce qu'un disjoncteur, c'est un temps mort? Un temps mort, c'est quelque chose qui reçoit un signal continu et qui le ressort X secondes plus tard. Il y a vraiment un décalage dans le temps, il y a un aspect dynamique. Par exemple, pour le cas de l'air, par un valeur. Réservoir, de nouveau, c'est plutôt une inertie. Oui. C'est pas une bobine temps. Comment? Bobine temps compressé? Un contact temps compressé pendant ta. Non, parce que là, vous n'êtes pas sur des signaux continus, alors vous êtes sur des tempos électromécaniques. Non? Des cassettes. Vous vous souvenez de ce que c'était les cassettes? Vous avez bien vu chez vos parents les cassettes. Eh ben, c'est ce qu'on utilisait jusqu'à une vingtaine d'années pour faire des simulateurs ou des régulateurs lorsqu'on devait intégrer le temps mort et qu'on avait besoin de faire ce temps mort de manière analogique. Donc avant l'ère informatique. Ils ne rigolaient pas trop, moi j'ai encore connu ça. Donc,
une cassette, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est, vous avez tous déjà vu une cassette, quand même. Donc vous avez les deux bobines de la cassette, ce qui a déjà été écouté ou visualisé, qui se trouve là. Et vous avez, ben tiens, comme par hasard, quelque chose dont vous pouvez régler la vitesse. Et qu'est-ce qu'on faisait pour faire un temps mort? On avait ici une tête d'écriture et ici une tête de lecture. Donc vous savez, si vous avez un petit peu joué avec ça, qu'on savait s'enregistrer sur une cassette. Donc c'était pas bien compliqué d'écrire un signal analogique, voix visuelle ou une valeur de température remise sous forme analogique. C'était absolument pas un problème d'écrire ça sur une cassette de manière analogique et de le relire, c'était évidemment pas un problème non plus. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? On avait une tête d'écriture, une tête de lecture, et évidemment qu'est-ce qu'on faisait pour faire varier le temps mort? On faisait varier la vitesse de rotation. On aurait pu aussi faire varier la distance entre la tête d'écriture et la tête de lecture, mais ça c'était un peu plus compliqué. Donc on faisait simplement varier ceci. C'est une digression tout à fait inutile. On était occupé à parler des systèmes intégrateurs et discuter comment est-ce qu'on pouvait les numériser. Et on montrait encore en prenant un petit peu d'avance qu'à partir d'un système intégrateur, on sait tout faire. Mais c'est pour justifier le fait qu'on passe ici 5 minutes à discuter de comment implémenter un système, enfin, comment simuler un système intégrateur ou implémenter un intégrateur dans un régulateur, dans un système numérique. Donc ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, c'est très facile. Il suffit de dire que la sortie de mon intégrateur à un certain temps, pour un certain échantillon, c'est ce que j'avais juste avant, et je vais devoir lui rajouter ce qui est intégré depuis la dernière période d'échantillonnage. Et ce qui est intégré, c'est quoi? Et si le signal intégré, eh bien, c'est X en fonction du temps, et je me retrouve ici à un certain instant, qui est en fait mon échantillon K-1. Et donc, si j'ai une période d'échantillonnage TS, je suis au temps K-1 fois TS. Et donc, mon intégrateur a déjà intégré tout ce que j'avais sur la surface de ma variable jusqu'à ce temps-là. Et la question est, qu'est-ce que je dois du coup rajouter pour aller calculer la valeur de mon intégrateur une période d'échantillonnage plus tard? Et donc là, lorsque je connais mon signal à intégrer, vous savez qu'il y a 3 manières de travailler. Soit, comme on est en discret, enfin soit, enlever le soit, j'étais déjà occupé plus loin, comme on est en discret, je ne connais la valeur de mon signal à intégrer que aux instants d'échantillonnage. Donc ce qui se passe entre les deux, je ne peux pas l'utiliser. Et donc qu'est-ce que je vais faire pour rajouter la surface à intégrer, qui est ma surface bleue ici? Mais sachant que je ne peux pas utiliser les valeurs entre mes deux périodes d'échantillonnage parce que je travaille en discret, eh bien j'ai 3 choix. Soit je dis que je fais une approximation en prenant cette valeur-ci et en supposant qu'elle est constante à l'avenir, donc je vais vers l'avant. Soit je fais cette approximation ici en prenant cette valeur-ci et je dis qu'en fait c'était la même depuis le dernier échantillon, donc je la tire vers l'arrière. Donc je vais rajouter ma surface verte. Soit je fais la même chose en disant que j'ai ma règle de trapèze. Donc ça, ce sont les 3 manières que vous connaissez pour discrétiser n'importe quoi. Et donc pour l'intégrateur, ça va nous donner 3 intégrales différentes. Et c'est important d'en discuter parce qu'elles n'ont pas le même comportement en termes de stabilité. Donc, c'est pour ça qu'on va discuter ici les 3 règles d'intégration, mais encore une fois que vous connaissez déjà. C'est juste un rapide rappel pour faire ceci. Donc soit on va vers l'arrière, donc c'est celui que j'ai dessiné, le backward, celui que moi j'ai dessiné en couleur, en vert. Je reviens en arrière, et donc je calcule la surface verte à rajouter, qui va du coup être quoi? Et c'est le temps TS fois la valeur à l'instant K. Qu'est-ce que je vais devoir changer quand je serai en forward pour cette équation? Cette équation va rester la même, sauf... Non, je n'aurais pas un K-1, oui. Vous avez que allé chercher moi. K-1, tout à fait, c'est ça. Et donc, le fait de décaler ici mon temps, lorsque je vais passer en discret et passer dans transformer en Z, ça va faire que je vais faire apparaître ou pas un Z-1 à partir de ceci. Du coup, que ça va changer ma règle d'approximation de mon intégrateur. Donc, ceci, c'est quoi? C'est la manière de réaliser une intégrale en discret, autrement dit de manière récursive, avec un cycle d'automate constant. Et donc ça, c'est l'équivalent d'un terme intégrateur lorsque vous passez dans le domaine discret. C'est intéressant parce que ça va nous permettre du coup de comparer
l'intégrateur analogique, donc le 1 sur S, le continu plutôt que l'analogique, avec ceci, et vous allez voir qu'en fonction des trois méthodes d'intégration, backward, forward, Tustin ou Euler, eh bien vous avez, ou trapèze, eh bien vous allez avoir des propriétés de stabilité qui vont être différentes. Encore une fois, vous connaissez déjà tout ça. Donc ça, c'est ce dont je viens de parler. Grâce à ce qu'on vient de démontrer, on fait le lien entre S, parce qu'on vient d'un intégrateur 1 sur S, on vient de calculer son équivalent en discret backward, et donc on peut comme ça calculer l'équivalence entre le S et son équivalent discret. C'est intéressant parce que ça nous fait un monde, une équation qui lie le monde continu, donc la variable S, au monde discret et la variable Z. Ça c'est fondamental parce que ça va nous permettre facilement de pouvoir prendre un système continu avec sa fonction de transfert en S, n'importe laquelle de celles que j'ai effacées tout à l'heure, et de dire ben, je remplace tout simplement chacun des S par son expression en Z, et j'ai comme ça une manière de discrétiser mon système continu. Je ne vais pas détailler l'équation, ce qui va être intéressant, c'est de les comparer après. Mais donc si vous faites l'équivalent, enfin, si vous passez du domaine S au domaine Z, je vous disais que c'était important pour la stabilité, et bien ce qu'on va remarquer ici, c'est que si cette transformation vous fait passer de Z en S avec cette règle-là, tout le demi-plan stable ici, eh bien, se transforme dans cette boule-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez n'importe quoi stable ici, quand vous le discrétisez de cette manière-là, eh bien, il reste dans le domaine gris, donc il va d'office rester à l'intérieur du cercle unité. Autrement dit, ce qui est stable en S reste stable en Z. Autrement dit, quand vous discrétisez avec cette méthode-là, vous n'avez aucun risque de rendre les choses instables. Oui. Je comprends pas pourquoi c'est que le petit cercle de droite qui est Ça, c'est cette équation-ci qui te le donne. Donc, si vous prenez cette équation-là, et que vous l'avez fait en discret, là, surtout toi comme automaticien, vous prenez cette équation-là, et vous prenez S, qui démarre ici, et vous circulez S, vous faites circuler S comme ça, et vous regardez la courbe de cette équation-là pour S allant de moins l'infini à plus l'infini, et vous tombez sur cette équation-là qui vous montre l'équation de ce cercle-là. C'est comme ça que vous allez montrer que le mapping de la zone stable en S devient cette zone en Z. Ça ne doit pas être centré, justement. Non, 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 elle n'est pas centrée. Pas pour cette équation-ci. Pas pour cette transformation-ci. Elle va être centrée pour une autre. Donc, c'est important parce que ça vous montre du coup que si vous avez quelque chose de stable en S et que vous le discrétisez avec cette règle de discrétisation, le lien entre S et Z qui est ici, eh bien vous avez quelque chose qui va rester stable. On l'a dit tout à l'heure, la seule chose qui change maintenant qu'on passe en forward, eh bien c'est le fait que j'ai un K-1 ici. Du coup, j'ai un Z-1 qui apparaît dans l'intégrateur discret. Cet intégrateur discret, encore une fois, on va le comparer avec l'intégrateur, après l'avoir inversé, continu, et ça nous fait une autre règle, qui est la même, sauf qu'on a un Z-1 qui vient de se mettre dedans en plus. Et cette règle-là, eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme mapping? Eh bien, elle vous montre que n'importe quelle zone stable ici n'est pas d'office stable. Parce qu'ici, vous savez que la zone stable dans le discret, c'est d'être à l'intérieur du cercle unité. Eh bien, vous avez certains pôles stables ici qui peuvent devenir instables ici. Donc, si vous discrétisez comme ça, il faut à chaque fois d'abord vérifier que le système continu stable est bien encore stable après discrétisation. Sinon, si vous voulez faire de la simulation ou de la régulation, que vous avez tout prévu en continu, que tout est stable, et que vous l'implémentez en discret, vous avez un risque de quelque chose qui devient instable. Ce qui n'était pas le cas avec l'autre discrétisation, d'où son avantage. Même raisonnement avec la troisième pour lequel on passe au trapèze, et donc vous faites apparaître alors non pas xk, seulement xk, ou seulement xk-1, mais la moyenne des deux, parce que vous avez tout simplement le trapèze qui est dessiné ici. Ça change du coup légèrement l'expression de l'intégrale discrétisée par Tustin ou par le trapèze. Donc ça change l'équation qui lie S à Z par le même raisonnement. Et donc ça vous change le mapping de stabilité. Et ce mapping ici, lui, il est symétrique, enfin symétrique, centré sur 0. Il vous donne quelque chose qui, lorsque vous êtes en train de balayer toutes les zones stables ici, ça correspond parfaitement à la zone stable ici. Autrement dit, c'est celui qui a le moins tendance à déformer les zones de stabilité, et c'est assez correct, enfin, c'est assez logique. Quand vous regardez la manière de construire l'intégrale, c'est la plus propre des trois. Si vous regardez ceci, vous savez que l'approximation rouge, elle est bof, l'approximation verte, elle est bof, l'approximation bleue, elle est moins bof. Elle n'est pas parfaite,
mais elle est moins mauvaise que les deux autres. C'est la moins mauvaise des trois, c'est assez logique que ça soit celle qui soit qui colle le plus possible aux propriétés de S quand on passe dans Z, on l'a moins dégradé. Ce sont des choses que vous aviez déjà faites, et ce sont des graphes que vous avez déjà connus et étudiés. Vous me confirmez ça? Vous avez fait ça au moins dans le cours de traitement du signal et dans blablabla. Pas grand chose à dire, on est sûr de la référence, de la référence, oui, et donc on avance. J'ai perdu ici ce que j'avais dessiné, mais je reviens à la structure qu'on est en train de suivre aujourd'hui, qui est de décrire, de rappeler plutôt les principaux éléments dynamiques du process et encore une fois qui peuvent arriver dans le régulateur. Et on a déjà discuté de quoi? On a déjà discuté du gain du process, on a déjà discuté du temps mort du process, on a déjà discuté de l'intégrale qui peut arriver dans le process. Et qu'est-ce qu'on a encore à discuter? Ben, je l'avais dit, vous avez typiquement un des éléments fondamentaux aussi qui apparaît, qui est le filtre. Alors, pardon, qui est le premier ordre. Alors, je viens de répondre à la question que j'allais vous poser. Ce premier ordre, il est utilisé pour de la simulation, il est utilisé dans le contrôle. Il a aussi une autre application très importante, c'est laquelle? Merci, il y a quand même quelqu'un qui a écouté. Le filtre, sous-entendu, filtre passe-bas, effectivement. Et donc, quelle est l'application de ce machin-là? Eh bien, c'est toujours utilisé quand vous avez un signal qui est trop bruité. Eh bien, lorsque vous allez le filtrer, vous allez récupérer un signal qui va être à peu près le même en termes de tendance, sauf que vous avez enlevé les bruits de mesure. Alors attention, c'est pas si magique que ça. Ce que je vous mets ici est un petit peu malhonnête. Ça crée un délai. Quoi? Ça crée un délai. En réalité, quand vous filtrez, vous rajoutez aussi un retard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans l'excès de filtrage et dire oui mais moi j'ai du bruit de mesure, je ne vais pas m'emmerder avec ça, j'ai tapé un filtre énorme. Qu'est-ce qui va évidemment se passer si vous avez un filtre avec une énorme constante de temps? Et voilà comment vous déformez votre signal. Vous le freinez à fond de balle. Certains pourraient dire et alors? Ben, moi je vous pose la question, et alors? C'est quoi le problème de ralentir la mesure? Quoi? C'est toujours la même chose. Si vous ralentissez la mesure, ça revient au même que de ralentir votre process, que ce soit ralentir par l'organe de réglage, par le process lui-même ou par la mesure. Vous ralentissez la boucle fermée, et qui dit ralentir la boucle fermée dit rogner sur les marges de stabilité. Autrement dit, filtrer, oui, mais pas trop. Donc quand on doit filtrer, il y a toujours un équilibre à trouver entre je veux enlever le bruit de mesure parce que ça va m'emmerder, ça risque d'arriver sur mon organe de réglage et ça va commencer à péter ma vanne, mon moteur, ma chaudière, etc. Mais attention, il ne faut pas trop filtrer parce que sinon, je vais commencer à avoir des problèmes liés à la stabilité de ma boucle de régulation. Typiquement, c'est ce qu'on fait mal. Je mets ma boucle de régulation en service et puis je vois que l'organe de réglage, la vanne, elle est en train de prendre cher parce qu'à cause du bruit de mesure, amplifié par le régulateur, ma vanne est occupée à faire tch. Et donc là, j'ai le responsable mécanique qui vient et qui est en train de péter ma vanne. Vous faites quelque chose, oui, t'inquiète, je vais filtrer la mesure. Puis vous rentrez chez vous, et c'est toujours la même chose. 2 heures du matin, on vous téléphone, qu'est-ce que tu as fait comme connerie? Ouais, j'ai rien fait, j'ai juste mis un filtre. Ouais, mais si vous avez rajouté un filtre, vous avez du coup ralenti la dynamique en boucle fermée. Du coup, il faut repasser sur vos régulateurs. Typiquement, un peu accepter de détuner, ralentir le régulateur, parce que comme vous ralentissez la boucle fermée, eh bien, vous devez accepter de ralentir le régulateur. Sinon, vous êtes dans ce qu'on disait, vous commencez à bouffer les marges de phase principalement, et vous allez vers l'instabilité. Donc, quatrième élément dynamique dont on parle, après avoir parlé du gain, du temps mort de l'intégrateur, c'est notre premier ordre. Voilà son expression dans le temps, vous la connaissez. Voilà son expression à la place, vous la connaissez. Et voilà le schéma, le schéma bloc arrive après, pardon. Et voilà ce que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, la manière de caractériser une réponse indicielle d'un premier ordre, pour lequel vous voyez clairement où ça que c'est un premier ordre. Est-ce qu'on directement que c'est un premier ordre? Le 63%. Quoi? Le 63%. Non. Ça dynamique. La fente démarrage. Ici, vous voyez que vous avez un point anguleux, et donc vous êtes sûr que ça ne peut pas être quelque chose d'ordre supérieur à 1. Parce que sinon, vous savez, vous auriez quoi ici? Qu'on démarrait une courbe en S, autrement dit que la dérivée en 0 plus devrait être plate. Le seul exemple pour lequel vous avez une dérivée en 0 plus qui n'est pas nulle, c'est le premier ordre. Donc vous voyez ça, point barre, c'est fini, le premier ordre devrait suffire pour identifier ceci.
J'y reviendrai un tout petit peu après quand on va rajouter des zéros pour vous dire, ouais, c'était pas si vrai que ça, mais pour l'instant, on va satisfaire de ceci. Donc, premier ordre, effectivement, que l'on voit à partir de ceci, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de zéro. Et donc, vous savez que la constante de temps, qui est l'unique paramètre dynamique du premier ordre, vous pouvez la trouver de différentes manières. C'est quoi? 5 taux est égal à 99%. 5 taux, c'est 99%. 3 taux, 95. c'est 95%. Vous avez aussi les autres qui sont dans la liste, mais qu'on utilise très peu. Et alors, l'autre qui est utilisé, c'est la tangente au point d'inflexion. Au point d'inflexion, donc il n'en est pas un ici. La tangente au point de démarrage qui vous donne aussi directement la constante de temps si vous la reportez au niveau final. Vous avez déjà fait ça dans 1000 contextes différents. Un truc que vous avez moins vu, c'est que vous avez également la trouver à partir de la surface au-dessus de la réponse indicielle. Vous avez déjà fait ça aussi? Comme petit exercice ou quoi? Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant quand même de discuter ça? Quel est l'avantage de travailler en identifiant la constante de temps à partir de cette surface par rapport à une des méthodes plus classiques que vous connaissez ici? Donc d'abord, l'avantage de celles-ci, c'est qu'elles sont très faciles à faire. Vous les faites même sans rien tracer, vous voyez ça. Et c'est ce qu'on fait en pratique. Hein. Tac, tac, 95%, je suis à 95% après 100 secondes. Ok, c'est 20 secondes de constante de temps. Du coup, je mets ma constante de temps à l'intégrateur. En général, c'est quasiment tout le temps comme ça qu'on fait dans les applications simples. Mais quel est l'inconvénient de faire ça? Pas précis. Pourquoi? Parce que c'est un peu. Parce qu'on ne sait pas s'il a atteint. Sinon, on décide, ok, c'est là 99, c'est là 95. Non, ça alors tu peux dire que tu peux le faire précisément en 99. C'est quoi qui est un peu faiblard dans le fait de prendre, et je vous donne la réponse, d'aller identifier la constante de temps en prenant le point où je suis à 99%, ou le point où je suis à 95%, ou le point que je trace à partir de la tangente. Quoi? S'il y a du bruit. Exactement. S'il y a du bruit, vous êtes sensible à une mesure et une seule mesure. C'est le gros avantage des méthodes basées sur les intégrales. C'est qu'ici, vous vous basez pas sur un point, mais sur toute la courbe. Et donc, s'il y a du bruit ou que ce n'est pas tout à fait un premier ordre, vous avez quelque chose qui est bien plus propre comme approximation d'un premier ordre. Donc, ces méthodes-là, finalement, elles sont en général plus précises. C'est vrai qu'elles sont souvent moins utilisées, mais parce qu'il faut s'amuser à calculer l'intégrale. Et donc, vous avez besoin de ça. Pour avoir besoin de ça, c'est que vous avez besoin du fichier qui va vous permettre de calculer l'intégrale sous la courbe. Ça prend plus de temps en général. Vous ne savez pas directement faire ça sous un automate. Donc c'est pour ça que ces méthodes sont un peu moins utilisées. Mais quand vous pouvez le faire, c'est bien mieux de faire ça. Parce que vous utilisez toute votre réponse quand vous faites cette intégrale. Et pas seulement un point. C'est le point faible des autres méthodes. Le point fort des autres méthodes d'avant, c'est que c'est très facile à faire et que c'est beaucoup plus rapide quand vous êtes un peu dans le rush et qu'il faut avancer. Je vous le disais tout à l'heure, ça c'est la représentation d'un système de premier ordre en vous basant sur la brique élémentaire qui est le système intégrateur. C'est quelque chose que vous connaissez et vous allez retrouver ça sur un système RC électrique, sur un système masse-ressort mécanique, sur un système inertie hydraulique, frottement hydraulique, sur tous les systèmes, jusqu'à des systèmes biologiques, sociaux, etc. Quand vous avez un système du premier ordre, c'est que vous savez l'exprimer comme ceci. Et comme vous avez un intégrateur dedans, physiquement, ça veut dire quoi quand vous avez un intégrateur dedans? Ça veut dire que vous êtes occupé à accumuler quelque chose. Vous êtes occupé à accumuler du débit, vous êtes occupé à accumuler de l'énergie électrocinétique pour votre set, électromagnétique pour votre set, électrostatique pour votre condensateur. Vous êtes occupé à accumuler des ions positifs, si vous êtes occupé à regarder un intégrateur dans le cadre d'un système chimique pH, des choses comme ça, vous avez l'aspect d'accumulation d'énergie ou de masse qui apparaît toujours là-dedans. Et où est-ce que vous êtes sûr que ceci soit stable? Vous l'avez déjà dit la fois passée, mais c'est tellement important que c'est intéressant d'y revenir. Le système du premier ordre est naturellement stable. Ça se voit ici. Pourquoi? Parce qu'au plus il est grand, au plus il a tendance à arrêter de devenir grand. Où est-ce que c'est écrit ça? C'est la contre-réaction négative qui dit tout ça. Ça, c'est vraiment la base de la base. Ce système-là est un système stable du premier ordre parce que vous avez une contre-réaction négative. Autrement dit, plus la sortie est grande, moins je vais avoir tendance à la faire monter. C'est bien ça qui est fondamental là-dedans. Si vous voyez ça et que vous avez une contre-réaction positive, posez-vous des questions. Votre système sera d'office instable.
soit c'est normal parce qu'il y a une explication physique à ça, c'est pas un premier ordre stable, soit vous avez tout simplement une erreur de signe quelque part. Encore une fois, rapidement, l'expression en la place, vous l'avez au-dessus, vous la connaissez. Pour passer dans le diagramme fréquentiel, vous remplacez votre S par votre J oméga, vous décomposez les parties amplitude et les parties phase, et ça nous permet de trouver quoi comme diagramme de bord d'un système du premier ordre. Vous pouvez dire de... On va jusqu'à la fréquence de brisure et puis à partir, on commence à descendre à L'amplitude est constante à peu près jusqu'à la fréquence de brisure. Après, elle descend à moins 20 dB. à moins 20 dB par décale, et c'est tout. Et côté des phases, Ça fait à basse fréquence, on est à moins 0,0. 0. À haute fréquence, on est à Moins 90. moins 90. C'est bien. Moins 90, je suis loin des problèmes d'instabilité moins 180 degrés. Et entre les deux, une décade avant la brisure, une décade après, on a une approximation de décroissance. Et donc, c'est ce que vous avez ici, la fonction nominale et les approximations qui sont données ici, que vous avez quasiment toujours utilisées quand vous allez travailler dans le domaine fréquentiel, que ce soit pour de l'analyse du système ou de la synthèse de régulateurs. Et donc, l'aspect perte de stabilité ici, lié au délai d'inertie, si vous la voyez principalement sur l'aspect déphasage que vous connaissez déjà. Réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre, vous avez déjà fait ça 100 000 fois, ça a quelle tête? Réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre, il n'y a pas grand-chose à en dire, on ne va pas faire de chichi. Tac, tac, passage instantané, qui correspond en fait exactement au point anguleux qu'on a sur la réponse indicielle. Tac, tac, passage instantané, et on revient ici. Réponse indicielle, qui correspond à la réponse impulsionnelle qu'on a vue juste avant. Donc, vous avez ceci comme rappel en lieu en large que vous devez connaître, mais que vous connaissez déjà, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Le premier ordre, si vous voulez le discrétiser, soit vous faites ce dont on a parlé tout à l'heure, et comme vous savez que vous allez le construire à partir d'un intégrateur, si vous avez construit un intégrateur discrétisé, vous pouvez construire le premier ordre sur base de celui-là, mais vous discrétisez directement le premier ordre à partir des règles de passage de S en Z qu'on a vues, les trois règles qu'on a vues avant. Et donc ici, par exemple, si vous prenez votre premier ordre en continu, en S tout en haut, et que vous voulez le discrétiser, prenez le passage S en Z que vous voulez, et parmi les trois qu'on a vu, le backward par exemple, et qu'est-ce que vous avez quand vous injectez cette transformation de Z en S dans votre fonction en Z, vous trouvez finalement votre transformation en Z que vous pouvez réécrire de manière récursive. C'est ça qu'on implémente dans l'automate quand on veut implémenter un filtre du premier ordre de manière récursive, ce qu'on fait toujours dans un automate. Donc, typiquement dans un automate, soit vous avez des schémas blocs qui sont déjà prêts, dans lesquels vous avez en fait une macro dans lequel ceci est calculé, et vous travaillez alors comme en Simulink, vous assemblez vos blocs et vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est déjà fait, c'est dans un bloc. Soit vous travaillez de manière codée, vous avez tous commencé maintenant à faire des labos de régulation, vous êtes principalement occupé à faire du séquentiel, mais vous avez probablement déjà vu tout ce qui était texte structuré aussi dans les automates. Non? Vous êtes occupé que sur Richard, j'en ai vu en courriel. Ouais, ça, mais on ne vous a pas juste montré un truc ou deux en texte structuré. Donc dans les automates, vous allez voir alors que soit vous êtes en séquentiel, vous travaillez avec des blocs binaires, soit vous pouvez travailler en ladder, ça il vous a montré aussi, soit vous travaillez en texte structuré et encore d'autres langages, il y en a 5 en fait qui sont normalisés. Et donc en texte structuré, c'est très facile de réaliser ceci dans un automate, exactement comme vous êtes occupé à le faire dans les automates. Donc si vous choisissez une autre manière de discrétiser, vous aurez un filtre du premier ordre légèrement différent avec les conditions de stabilité dont on a déjà parlé plus haut. C'est tout simplement réinjecter encore une fois la transformation SZ dans la fonction transfert en S pour en obtenir la transformée en Z et son expression récurrente. C'est ça qu'on implémente dans un automate. Donc tout ce qu'on fait en discret, tout ce que vous avez fait en discret, en réalité, c'est intéressant pour étudier les systèmes, étudier les régulations, étudier leur stabilité, etc. Mais in fine, qu'est-ce qu'on implémente dans un automate? Un automate, il ne sait pas ce que c'est du Z. Par contre, vous savez que du Z, c'est un décalage de échantillonnage, donc on le réexprime comme ça sous forme récurrente. Ça, c'est la seule chose qui sont implémentées dans un automate. Le S et le Z, ça n'existe pas dans un automate, ça ne veut rien dire pour l'automate. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on commence à combiner différents éléments?
on a ici parlé de notre premier ordre, on avait parlé du temps mort, on a parlé du système intégrateur, on a parlé du gain statique. Si vous commencez à combiner les différents éléments, avec ici un gain statique, un premier ordre et un temps mort, ben vous savez que vous combinez les diagrammes de Bode. Et comment est-ce que vous les combinez? Ce sont des additions, alors qu'en fait, dans la classe, ce sont des produits. Comment ça se fait? Logarithmique. Parce que vous travaillez en logarithmique. C'est tout l'intérêt de travailler en logarithmique ou en semi-logarithmique sur ces GCL-là, c'est que tout ce qui est des produits en fonction de transfert devient des sommes. Ça, vous l'avez déjà fait en long et en large, et pas grand-chose en vrai. On continue dans la liste des éléments qui vont être intéressants à étudier, soit comme process, soit comme régulateur, avec ce dont on a déjà parlé, qui sont... Ah non, je croyais qu'on était au lead, pardon. On est ici sur des systèmes de deuxième ordre. Donc, on est toujours avec du suramorti. On n'est pas encore avec des pôles complexes conjugués comme vous connaissez déjà. On va être avec un gain statique et deux constantes de temps. 1 plus S taux 1, 1 plus S taux 2, comme elles sont en dessous, et qu'après on va commencer à parler des filtres à avance retard de phase, on va les appeler souvent des lags. Donc les constantes de temps au dénominateur, ce sont les constantes de temps qui expriment l'inertie, le retard, donc des lags. Quand on va rajouter ensuite des constantes de temps au numérateur, qui sont plutôt l'inverse de l'inertie, plutôt liées à la dérivée, donc qui vont plutôt donner du kick, et bien là on va parler de constantes de temps de lead. C'est ce que vous reconnaissez ici déjà pour l'instant avec les constants de temps T lag, mais les taux et le T c'est exactement la même chose qui apparaît ici. Donc là on n'a pas encore de lead, on est simplement sur un système de deuxième ordre pour lequel on a deux constants de temps. Quand vous avez travaillé au labo de régulation, vous avez utilisé un modèle qui avait cette tête-là et un temps mort en plus. Comment est-ce qu'il s'appelait? Van der Grinten. Van der Grinten, c'est ça, avec un temps mort. Okay, donc, ce sont des systèmes très courants. Et donc, c'est un peu plus embêtant de les mettre en équation que les systèmes du premier ordre, évidemment. L'expression un peu plus dégueulasse. Je ne vais pas connaître ça comme vous les mettez, comme M. De Royen vous l'a mis ici. Mais voilà la base de ces choses-là. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Ben, simplement ce dont on a déjà parlé. Comme c'est un système de deuxième ordre, vous savez que juste après l'échelon, il n'aura pas bougé, c'est une courbe en S qui va monter. Autrement dit, si vous regardez la pente en zéro, vous aurez d'office que c'est zéro, ce que vous n'avez pas sur le cas du premier rang. Et on va évidemment tendre à l'infini vers le gain statique, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire là-dedans. Donc comment est-ce que ça va régir ce machin-là? Si vous avez uniquement un filtre du premier ordre, vous savez que c'est ça, et vous savez que vous avez votre démarrage rapide. Ça, c'est un premier ordre, parce que je n'ai pas encore de constante de temps numéro 3 ni numéro 2. C'est un exemple avec deux constantes de temps, on élargit avec 3. Qu'est-ce qui va se passer si je garde ma constante de temps numéro 1, T lag, qui vaut 10, et que j'en rajoute une? D'office, je vais uniquement pouvoir être plus tard. Rajouter des constantes de temps, quand on dit que ça retarde, c'est bien ça que ça veut dire ici. Si je rajoute une constante de temps, je rajoute encore une autre constante de temps, ça ne fait que retarder les choses. Et qu'est-ce qui se passe si je pousse la logique un peu plus loin et que je rajoute 100 constantes de temps? Regardez comment est en train de se déformer cette courbe. Vert, rouge, jaune. Elle va commencer à tendre quand on arrive à une vingtaine de constantes de temps. On commence à se rapprocher de quoi, à votre avis? Et c'est souvent utilisé pour une approximation de ce truc-là, justement. Quoi? Non? Un temps mort? Une approximation de temps mort peut se faire facilement avec un ordre élevé. C'est pas la seule manière de faire, mais ce que vous voyez ici, c'est premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre. Et finalement, on arrive à un truc qui commence à ressembler presque à un temps mort. Et bien, ça, c'est une des manières dont on peut approximer un temps mort quand on n'a pas envie de s'emmerder avec l'exponentielle qui mathématiquement nous embête des fois. Et on continuera juste après la pause. Donc, est-ce que vous avez vu une seule chose de nouvelle jusqu'ici? C'est vraiment des rappels un peu lents.